En 1989, alors que l'aviation européenne était encore un ensemble fragmenté de compagnies nationales protégées par des subventions gouvernementales et des accords bilatéraux, KLM Royal Dutch Airlines tenta quelque chose qu'aucune autre compagnie aérienne européenne n'avait jamais fait. Elle forma une coentreprise transatlantique approfondie avec Northwest Airlines, mutualisant les recettes, coordonnant les horaires et partageant les bénéfices à travers l'océan Atlantique. KLM misait son avenir sur un partenaire américain plutôt que de construire un hub forteresse capable de rivaliser avec Londres Heathrow ou Francfort. La compagnie néerlandaise disposait d'une base compacte à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol et d'un réseau couvrant tous les continents, alors même que les Pays-Bas comptaient à peine 16 millions d'habitants. Une seule erreur de calcul dans ce partenariat signifiait l'insignifiance dans un secteur en pleine consolidation autour de géants. Pendant des décennies depuis lors, l'aviation européenne a accepté une vérité douloureuse. Les petites compagnies nationales ne peuvent pas survivre seules. Elles se font absorber, démanteler et intégrer dans des groupes plus importants. La marque disparaît, l'identité se dissout, l'indépendance perd toujours. Puis, le 5 mai 2004, Air France fit l'acquisition de KLM pour environ 784 millions d'euros, créant l'un des plus grands groupes aériens au monde. Les gros titres à travers l'Europe proclamèrent une prise de contrôle française. La compagnie néerlandaise, tout le monde le supposait, serait avalée tout entière en moins d'une décennie. 21 ans plus tard, KLM exploite toujours sa propre flotte. La compagnie détient toujours son propre certificat de transporteur aérien. KLM commande toujours ses propres avions, notamment de nouveaux Airbus A350 dont la livraison est prévue à partir de 2026. KLM gère toujours Schiphol comme un hub indépendant. Le siège social de KLM reste à Amsterdam, pas à Paris. Pourtant, Air France KLM vient d'afficher 1,7 milliard d'euros de bénéfices annuels, 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires et est en train d'acquérir une participation majoritaire dans SAS pour bâtir un empire à 3 hubs à travers l'Europe occidentale et septentrionale. Pour comprendre pourquoi la survie de KLM est extraordinaire, il faut comprendre pourquoi les fusions de compagnies aériennes aboutissent presque toujours à la perte d'identité du transporteur acquis. Les réalités économiques sont brutales. L'aviation fonctionne avec des marges minces, généralement entre 3 et 8%. Des flottes séparées empêchent les remises liées aux achats en gros. Des opérations indépendantes signifient des systèmes informatiques en double, des programmes de formation en double, des installations de maintenance en double. Chaque redondance érode les synergies de coûts qui ont justifié la fusion en premier lieu. British Airways et Iberia ont fusionné pour former IAG en 2011. Bien que les compagnies aient conservé des marques distinctes, les opérations en coulisses se sont de plus en plus centralisées sous le contrôle du groupe. Les décisions relatives à la flotte et l'allocation du capital transitaient par une structure d'entreprise unique. KLM aurait dû suivre la même trajectoire. Paris, et non Amsterdam, abriterait le siège du groupe. L'ensemble des indicateurs structurels pointaient vers une domination française. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Puis, en septembre 2003, lorsque la fusion fut annoncée pour la première fois, quelque chose d'inhabituel se produisit à huis clos, que la quasi-totalité du secteur ne remarqua pas. L'équipe de négociation de KLM, soutenue par le gouvernement néerlandais, obtint un ensemble de protections structurelles sans précédent dans l'histoire des fusions aériennes. Il ne s'agissait ni de vagues promesses, ni d'accords conclus sur une poignée de main. C'étaient des mécanismes juridiquement contraignants intégrés dans l'architecture même de l'entreprise. Premièrement, KLM conserva son propre certificat de transporteur aérien. Cela peut sembler technique, mais c'est absolument fondamental. Le CTA, c'est le document juridique qui autorise une compagnie aérienne à opérer. Sans un CTA distinct, les droits de trafic bilatéraux de KLM, ces accords de gouvernement à gouvernement qui permettent aux appareils néerlandais d'atterrir dans des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde, auraient été caducs. Une KLM sous contrôle français aurait perdu l'accès à des dizaines de routes internationales du jour au lendemain. Deuxièmement, KLM négocia une autonomie en matière de flotte. La compagnie continuerait de prendre des décisions indépendantes concernant les appareils à commander, le calendrier des commandes et leur configuration. Cela empêchait Air France de standardiser la flotte combinée selon ses propres préférences. Troisièmement, et c'est le point le plus déterminant, KLM créa 2 fondations néerlandaises connues sous le nom de Stichtings.
La fondation SAK1 détenait les droits de vote attachés aux actions transférées lors de la fusion. La fondation SAK2 détenait ce que l'on appelle des actions de préférence B, assorties d'une option d'achat permettant d'acquérir des actions supplémentaires avec droit de vote. Si Air France tentait un jour de priver KLM de son indépendance, ou alors si le gouvernement français intervenait de manière trop agressive, ces fondations pouvaient diluer le pouvoir de vote d'Air France KLM dans KLM à moins de 50%, et ce pour une période de 2 ans. En termes simples, KLM avait intégré une pilule empoisonnée dans l'accord de fusion. La société acquéreuse pouvait posséder KLM sur le papier, mais elle ne pourrait jamais pleinement contrôler KLM dans la pratique. La Commission européenne approuva la fusion en février 2004, exigeant la cession de 94 créneaux de décollage et d'atterrissage à Paris et Amsterdam pour préserver la concurrence. Mais personne à Bruxelles ne remit en question la structure des fondations néerlandaises. Elle fut traitée comme une simple formalité réglementaire. C'était, en réalité, la victoire de négociation la plus déterminante de l'histoire de l'aviation européenne moderne. Mais avant que la pleine signification de ces protections ne devienne claire, KLM prouva quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui inversa le rapport de force au sein du groupe. Durant la majeure partie de la décennie qui suivit la fusion, KLM fut systématiquement plus rentable qu'Air France. Pas marginalement plus rentable. Considérablement plus rentable. La marge opérationnelle de KLM oscillait autour de 5 à 6%, tandis qu'Air France se débattait avec des grèves à répétition, des turbulences managériales et des dépassements de coûts chroniques. Voyez-vous, les problèmes d'Air France étaient structurels. Une main-d'œuvre fortement syndiquée résistait aux restructurations. 3 PDG différents se succédèrent entre 2016 et 2018 à eux seuls. Le coût de base par siège de la compagnie aérienne était significativement plus élevé que celui de KLM, érodant les marges sur chaque route où elles étaient en concurrence. Pendant ce temps, KLM fonctionnait avec une culture de sobriété héritée de décennies de compétition contre des transporteurs 5 fois plus grands qu'elle. Cela créa un paradoxe que la direction du groupe ne parvenait pas à résoudre. La compagnie acquise subventionnait l'acquéreur. Le personnel de KLM commença à se considérer, à juste titre, comme la vache à lait soutenant une maison mère dysfonctionnelle. La direction néerlandaise arguait, à raison, que toute intégration forcée détruirait le seul moteur de profit fiable dont disposait le groupe. Et c'est là que les protections structurelles prouvèrent leur véritable valeur. Non pas en tant que garde-fou théorique, mais en tant que levier actif. Lorsque le PDG du groupe Ben Smith arriva en 2018, nommé en provenance d'Air Canada, il tenta de centraliser les opérations et de supprimer l'indépendance de KLM. La menace de grève chez KLM, d'habitude le partenaire stable et prévisible, força Smith à faire marche arrière. La friction était réelle, mais la friction était aussi tout l'enjeu. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. L'importance des protections de KLM contre la fusion ne se résume pas à la préservation de la fierté néerlandaise, et il ne s'agit pas vraiment d'une nuance de bleu différente sur les avions. Il s'agit de ce qu'un ensemble de mécanismes juridiques peut faire au présupposé de toute une industrie sur le fonctionnement des consolidations. En février 2019, alors que les tensions entre Paris et Amsterdam s'intensifiaient autour du programme de centralisation de Ben Smith, le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra exécuta ce que les responsables français allaient plus tard décrire comme un acte de raid financier mené par un gouvernement souverain. Du jour au lendemain, sans en informer Paris, sans consulter le conseil d'administration d'Air France KLM et sans solliciter l'approbation parlementaire, le gouvernement néerlandais fit l'achat de 12,68% des actions d'Air France KLM sur le marché libre pour 680 millions d'euros. Il augmenta ensuite sa participation à 14%, ce qui égalait celle du gouvernement français presque exactement. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, était furieux. Il qualifia cela de geste inamical et surprenant. La comparaison avec un raider financier hostile n'était pas du langage diplomatique, c'était un choc véritable. Le gouvernement néerlandais avait effectivement créé une impasse politique au niveau de l'actionnariat. La France détenait 28% à travers divers instruments. Les Pays-Bas détenaient désormais 14%, plus les fondations de pilules empoisonnées en sommeil. Toute tentative de dissoudre l'indépendance de KLM déclencherait une bataille sur plusieurs fronts impliquant 2 gouvernements européens, 2 ensembles de syndicats et une structure juridique faite spécifiquement pour empêcher précisément ce résultat. La Cour des comptes néerlandaise jugea par la suite l'achat irrégulier sur le plan procédural parce qu'il avait contourné le Parlement. Mais la participation était déjà acquise.
le levier était déjà assuré. Considérez les mathématiques de cette manœuvre. KLM négocia son indépendance en 2004 avec des protections juridiques. KLM prouva sa supériorité financière tout au long des années 2010 avec une rentabilité constante. Et le gouvernement néerlandais verrouilla l'ensemble du dispositif en 2019 avec 680 millions d'euros dépensés en une seule nuit. Aucune autre compagnie aérienne acquise dans l'histoire n'a eu un gouvernement souverain qui agissait comme son garde du corps personnel au sein du registre des actionnaires de la société acquéreuse. La plupart des groupes aériens ne peuvent pas reproduire ce que KLM a accompli parce que les conditions qui l'ont rendu possible étaient uniques. La rentabilité historique de KLM lui a donné la crédibilité nécessaire pour résister à l'intégration. Et la dépendance économique des Pays-Bas envers Schiphol a donné au gouvernement une motivation existentielle pour intervenir. Pourtant, chaque groupe aérien doit désormais tenir compte de ce que KLM a démontré. L'hypothèse selon laquelle acquisition signifie absorption n'est plus absolue. Air France KLM semble avoir retenu la leçon. En 2024, le groupe a finalisé son acquisition initiale d'environ 20% de SAS, la compagnie scandinave, avec l'intention de monter à 60,5% d'ici 2026. SAS a déjà quitté Star Alliance pour rejoindre SkyTeam, alimentant le trafic vers Amsterdam et Paris. Cette stratégie crée un réseau à 3 hubs couvrant Paris, Amsterdam et Copenhague qui encercle la domination de Lufthansa en Europe centrale. Mais l'acquisition de SAS est structurée avec des échos du modèle KLM. Préservation de marques distinctes, autonomie opérationnelle, la reconnaissance que forcer l'identité scandinave dans un moule corporatif français provoquerait exactement le type de résistance politique et syndicale qui a failli faire éclater le partenariat franco-néerlandais. L'approche centralisée de Lufthansa, absorbant entièrement Swiss, Austrian et Brussels Airlines, génère des économies de coûts. La structure de holding financier d'IAG génère une flexibilité opérationnelle. Mais le modèle fédéré d'Air France KLM, né de l'insistance de KLM sur son indépendance, génère quelque chose qu'aucun des deux concurrents n'a réussi à obtenir. Il génère une résilience politique à travers plusieurs nations européennes simultanément. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, les Pays-Bas ont fourni 3,4 milliards d'euros spécifiquement pour KLM, tandis que la France a fourni 7 milliards d'euros pour Air France. Deux plans d'aide publique distincts pour deux compagnies aériennes distinctes qui sont au sein d'un même groupe. Cette séparation structurelle a épargné aux deux compagnies d'avoir à négocier un plan de sauvetage unique, politiquement impossible, entre deux gouvernements. Le groupe génère désormais 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les cabines premium représentent plus de 36% des revenus du groupe. Flying Blue, le programme de fidélité partagé qui célèbre son 20e anniversaire, compte désormais près de 30 millions de membres. 12 avions ne permettent pas de passer à l'échelle en volume, mais en influence. Or, dans le cas de KLM, un ensemble de protections juridiques a redimensionné l'ensemble de l'architecture concurrentielle de la consolidation aérienne européenne. En compagnie aérienne confrontée à une acquisition y prête vraiment attention.